enfin dire, vous avez un petit flyer déjà. Allez-y. Non, mais bon. Non, mais Quand vous présentez. ah, vous voulez pas. Vous avez un petit flyer. Vous voulez pas qu'on commence déjà? Non, mais c'est vous qui présentez la première slide. Donc, Ok, mais je vais commencer par ça. J'avais pas vu le retour. Oui, mais ils l'ont. Je pensais pas prendre autant. Je suis contente. C'est le télétravail. Bah, c'est quand même la main. Non, non, je suis contente. Oui, donc voilà. J'espère que peut-être les 10 années à venir seront plus sereines que les 20 années. Non, bah, c'est 22 quand même. 15. Non, bah, je sais jamais. Comment? On a une chance, c'est que à partir de 20 ans, on cotise. Donc, on gagne rien du tout. Mais ça fait des trimestres qui sont réduits. Oh, non, mais ça aussi. Bon, voilà. Non, normalement, c'est 9 ans si on se passe pas. En même temps, ça me tend. Forcément, la fin de l'âge en plus de j'ai des amis qui partent en retraite là. Je leur ai dit que c'était plus mes amis. Je sais pas l'âge d'avoir des amis retraites. Pas écouter. Ouais, ça me fait. J'ai jamais. Enfin, surtout qu'en plus, je ne maîtrisais pas le sujet au début. Vous êtes face à des gens qui ont 10 fois le sujet. Donc je pense que ça, au début, je l'ai dit, j'ai des mots pour ça. Maintenant, je me dis, c'est Bella qui est ici. Elle est là. Bonjour. Alors on va commencer. C'est là. Bonjour. On va commencer. Je vais vous demander. Le monsieur, oui, je vais vous demander de scanner le petit flyer que vous avez sur votre siège, puisque vous allez aboutir sur une merveille de la technologie. On va vous poser des questions sur lesquelles
auxquelles on vous demande de donner une réponse la plus spontanée possible ou plusieurs réponses les plus spontanées possibles, ce qui vous permettra de participer à la conférence. On va démarrer. Donc, je sais pas, on ferme. Donc Alexia Beun, qui est psychologue du travail, qui travaille depuis longtemps avec AST, et moi-même, Michel Weber, médecin du travail, nous allons vous parler des représentations du handicap et une partie un petit peu plus rébarbative sur les nouveautés réglementaires concernant le maintien en emploi. Je laisse la parole directement à Alexia. Ça fonctionne, merveilleux. Bonjour, merci d'être aussi nombreux, on est agréablement surprise. Alors pour me présenter, je vais raconter un petit peu mon parcours. En fait, j'ai commencé dans un cabinet de reclassement, un cabinet de ressources humaines, où j'étais consultante en gestion de carrière. Et puis, j'accompagnais des plans sociaux. Et je me suis rendu compte qu'on faisait beaucoup de choses pour des personnes qui partaient et pas forcément grand-chose pour les personnes qui restaient après un plan social dans une entreprise. Donc j'ai choisi de reprendre mes études à ce moment-là et c'est là que je suis devenue psychologue du travail. J'ai découvert la prévention de la santé et de la sécurité, un sujet qui m'a passionnée. Et donc j'ai créé mon cabinet en 2010 à Strasbourg et j'interviens depuis 2010 donc, pour AST 67 sur différentes thématiques au niveau des trois domaines de prévention, 3 niveaux de prévention. Donc le primaire pour tout ce qui est diagnostic des risques psychosociaux, accompagnement au changement, le secondaire pour de la formation ou du coaching, et puis le tertiaire quand il y a des situations plus graves, voire dramatiques. J'ai aussi ma casquette de médiateur et de psychothérapeute. Mais le sujet sur lequel je vais intervenir aujourd'hui concerne évidemment, vous l'avez vu, les représentations du handicap. À AST 67, on a créé une cellule maintien en emploi. Et donc j'interviens en complémentarité avec des médecins du travail, des ergonomes, des assistants sociaux. Il y a aussi Madame Deloup, je ne sais pas si elle est là dans l'assistance, m'avait dit que oui, qui est donc la responsable du pôle handicap de Cap Emploi. Voilà, et évidemment le soutien précieux des assistantes d'AST. Alors, comme vous l'a dit Michel Weber, vous avez un QR code normalement posé sur vos chaises, qu'il va falloir flasher. Si ce n'est pas déjà fait, il est là sur l'écran. Ce QR code vous permet de répondre à la question suivante. Qu'est-ce que le mot « handicapé » évoque pour vous? L'idée, c'est de capter vos représentations spontanées derrière ce mot. Qu'est-ce que le mot « handicapé » veut dire pour vous? Spontanément, sans réfléchir, vous avez autant de messages que vous le voulez. La seule chose que je vous demanderai, c'est de ne mettre qu'un mot, ou presque qu'un mot, qu'une expression par message. Et on verra un peu plus tard vos réponses. Alors, pendant que vous répondez, si ce n'est pas déjà fait, je vais revenir aux origines du mot « handicap ». Alors, à l'origine, le mot « handicap », ça vient d'un terme anglais, « hand in a cap », ce qui veut dire littéralement « main dans le chapeau ». C'est une expression qui vient d'un jeu d'échange d'objets personnels, voire de chevaux, qu'on pratiquait entre deux échangeurs en Grande-Bretagne au XVIe siècle. Alors, c'était une sorte de troc où, en fait, effectivement, il y avait deux échangeurs et un médiateur au milieu qui s'assurait de l'équivalence des lots, des objets échangés, et donc de l'égalité des joueurs. Et au XVIIIe siècle, le mot handicap, il est apparu dans le monde hippique. L'objectif des courses à handicap, c'est d'égaliser les chances des concurrents en affectant un handicap de poids, donc aux chevaux qui sont jugés les meilleurs. Donc on peut se demander d'ailleurs si ce n'est pas de là qu'est venue l'expression la lourdeur du handicap. Et puis au milieu du XXe siècle, le terme handicap apparaît dans deux domaines très normatifs et évaluatifs que sont l'école et le travail, où la compétitivité devient un enjeu majeur, bien sûr, et où la valeur travail est d'autant plus importante. Alors on perçoit à ce moment-là que le handicap est plutôt le miroir inversé du travail. Autrement dit, quand on a un handicap, on est perçu comme moins compétitif, moins performant, donc moins bon pour le travail.
et bien souvent c'est le parcours du combattant pour rattraper les autres. Donc face au handicap, il faut réadapter, et c'est là qu'apparaît la notion de réadaptation, pour rester compétitif. Pourtant, il y a d'autres domaines, comme le domaine de la création, où le handicap peut être perçu comme une richesse. C'est ce que souligne l'écrivain, le réalisateur, homme de télévision aussi, Marcel Julien, qui dit « À bien y regarder, c'est en art mieux qu'ailleurs que ce que l'on appelle un handicap peut constituer une chance. Dans le domaine très vaste de la création, il n'y a justement que la différence qui compte. » Et pour étayer mes propos, je vous invite à considérer l'engouement, si vous n'y êtes pas déjà allé, pour l'exposition actuelle sur Frida Kahlo à Paris. Frida Kahlo, qui, je le rappelle, était une artiste peintre qui était handicapée, puisque souffrant de poliomyélite depuis l'âge de 6 ans, et puis ensuite victime d'un grave accident de bus. Donc pour ceux que ça intéresse, voilà, l'exposition elle est à Paris, j'ai aucun intérêt financier à vous le dire, mais je pense que ça peut être intéressant. Voilà, c'est jusqu'au 15 mars. En revanche, si je reviens dans le monde du travail, c'est différent. Et là, on va détailler un petit peu les choses. Mais avant, je vous propose de regarder les résultats de vos réponses, donc les tendances qui émergent par rapport à cette question que je vous ai posée. Qu'est-ce que le mot handicapé évoque pour vous? Alors là, je vous demande un petit peu de clémence parce que... Hop. Voilà. Non, c'est pas ça. Si. Vous l'aviez. Je l'avais. Alt. Shift. Et non. Gaël, au secours. Ça a marché pendant toutes les répètes. Hein. On a beau répéter. Avant, voilà, ça y est. Voilà. Non, on n'a pas. Si, maintenant, Hop, le voilà. Tout en haut. Vous allez tout en haut. Donc, vous connaissez le principe d'un nuage de mots. C'est plus le mot a été utilisé, a été proposé, plus il est gros. Voilà, donc on a altération de la santé qui a été le plus proposé parmi vos réponses. Et puis ensuite, quasiment à égalité, des limites, des conséquences, des personnes en difficulté, de la perte d'autonomie. De quoi on se rend compte au travers de ces réponses? Sensiblement la même chose que ce qui se passe. Alors, je vais essayer de retrouver le PowerPoint. Il faut revenir. Ouais. Il faut le remettre. Vous allez tout en haut. Voilà. Il faut revenir. Vous ramenez ici. Allez tout en haut. Voilà. Vous ramenez ici. C'est bon. C'est là. C'est pas mon fort. Ouais. Et ça, là. Voilà. Oh, c'est ça. Maintenant, vous... Alt Shift. On va y arriver. C'est celui-là? Oui. Voilà. Donc, ce qu'on remarque au travers de vos réponses, et ce serait la même chose d'ailleurs. Non, ça va Gaëlle Oui, ok, merci. Donc, ce qu'on remarque au travers de vos réponses, c'est la même chose que ce qu'on trouverait finalement si on interrogeait des personnes sur un micro-trottoir. C'est des représentations qui sont essentiellement négatives, calquées sur des stéréotypes, alors qu'on pourrait voir d'une certaine manière du positif. On pourrait parler de diversité, on pourrait parler de formation, on pourrait parler de parcours, d'accompagnement, de développement durable, etc., etc. Et pourtant, en France, ça reste comme ça. Et même les connotations affectives et émotionnelles qu'on a souvent sont un frein à l'emploi. Je vais y revenir de manière un peu plus détaillée après. Donc, je vais vous parler de quelques études qui ont été menées sur le sujet par Odile Romer et Maria Poparoc, qui sont spécialistes de la question du handicap à l'Université de Strasbourg. Et elles se sont intéressées aux barrières et aux leviers nécessaires pour une véritable inclusion des personnes en situation de handicap. Et la première chose qu'on constate dans les études, c'est qu'une personne en situation de handicap, elle est avant tout perçue comme handicapée. C'est comme si la personne et le handicap, en fait, c'était une seule et même chose. Alors, pour ceux qui l'ont connu, c'est comme si je vous disais que Michel Petrucciani, c'était un handicapé. Un handicapé. Ben non, c'était avant tout un homme, un pianiste de jazz émérite, atteint d'une maladie, mais le handicap dont il était atteint ne faisait
évidemment pas de lui ce qu'il était. J'ouvre une parenthèse pour vous parler de l'évolution de la sémantique parce qu'elle est importante. Si on a longtemps parlé d'handicapé, on a ensuite employé le terme personne handicapée. Ce terme a l'avantage justement de distinguer la personne du handicap. Et parce que le handicap, je le rappelle, peut survenir de causes environnementales, génétiques ou accidentelles. Donc aujourd'hui, on ne parle plus d'handicapés, ni de personnes handicapées, mais on parle plutôt de personnes en situation de handicap. Ce qui nous incite en fait à considérer que la personne peut faire certaines choses, elle ne peut pas en faire d'autres dans un certain contexte, et peut-être pour un temps restreint seulement. Ce qui veut bien dire que le handicap, c'est à appréhender de manière évolutive. L'état de santé peut s'aggraver, comme il peut s'améliorer. On peut donc être en situation de handicap à un instant T, et puis, dans sa vie, et puis ne plus l'être à un autre moment. Je reviens aux études, et plus particulièrement ce qu'elles disent dans le monde du travail. On s'aperçoit que le concept de travailleur handicapé ne paraît pas s'apparenter à la catégorie des personnes en situation de handicap. C'est comme si le fait de ne pas être en mesure de faire certaines tâches les empêchait de tout faire. Et puis, ce dont on se rend compte, c'est que les personnes en situation de handicap sont survalorisées sur le plan humain, affectif, émotionnel, alors que sur le plan professionnel, c'est tout le contraire. Et parmi les études fréquemment citées, j'aimerais évoquer celle qui a consisté à montrer des photos de personnes en situation de handicap à des étudiants. Donc on montre 2 photos et on leur pose la question suivante. À votre avis, quels sont les traits de personnalité qui décrivent le mieux cette personne ? Les photos en entier sont les suivantes. Donc il y a 2 personnes assises dans un fauteuil roulant. La première, vous remarquerez, c'est la personne qui est à gauche, une personne qui exerce une fonction plutôt administrative. Derrière son ordinateur, on va appeler le col blanc. Et l'autre qui semble soudé, donc qui exerce plutôt un métier technique, qu'on appellera le col bleu. Sauf que, bon, juste avant, je précise ce qu'on propose aux étudiants. Donc pour décrire les traits de personnalité de ces personnes, on leur propose tout un panel de qualités. Donc agréable, compétent, motivé, etc., etc. Et sauf que plutôt que de présenter les 2 photos en entier, on va couper l'une d'entre elles, de manière à ce qu'on ne voit qu'un seul fauteuil roulant. Et on va comparer les résultats. Donc au premier groupe, on va présenter la photo du col blanc assis dans un fauteuil, donc la photo en entier. Et la photo du col bleu, donc le soudeur, de cette manière, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il est assis sur une chaise classique. Et puis pour le deuxième groupe, on va faire l'inverse. C'est-à-dire qu'on présente la photo du col blanc apparemment assis sur une chaise classique et celle du col bleu en entier, donc assis dans un fauteuil. Comme vous pouvez vous en douter, les résultats ne vont pas du tout être les mêmes, selon qu'on pense évaluer une personne en situation de handicap ou une personne sans handicap. Alors, pour ce qui concerne les résultats, je vais la faire relativement courte, mais les résultats de cette étude, comme de nombreuses autres, tendent à prouver qu'on va plus facilement évaluer une personne en fauteuil roulant, donc en situation de handicap, en termes de désirabilité sociale, c'est-à-dire en citant des traits de caractère tels que sympathie, gentillesse, agréabilité, honnêteté, etc. Et la personne assise sur une chaise, donc plutôt valide et sans handicap, on la décrira avec des traits de personnalité comme intelligent, compétent, ambitieux, sérieux, leader, etc. Des termes donc qui se rattachent davantage à la capacité à satisfaire les exigences de la société et donc à la réussite professionnelle. On s'aperçoit aussi dans cette étude que les travailleurs en situation de handicap sont perçus comme motivés et courageux, mais moins compétents que les autres. Donc il faut fournir plus d'efforts, quel que soit le métier, quand on est en situation de handicap que quand on ne l'est pas. C'est comme si notre inconscient collectif s'était imprégné de l'idée que les personnes en situation de handicap sont plus à considérer sur le plan affectif
émotionnel que sur le plan cognitif, ce qui a évidemment un impact négatif sur la perception de la capacité de ces personnes à être embauchées et à être maintenues en emploi, à évoluer dans un contexte professionnel. Et le plus surprenant, c'est que les recherches montrent que les personnes en situation de handicap ont elles-mêmes intégré cette image d'eux-mêmes. C'est-à-dire, elles-mêmes, elles semblent douter de leur légitimité. Dans une autre étude, on a demandé à des étudiants de se rendre dans leur salle d'examen en fauteuil roulant, alors qu'ils étaient valides, ils n'avaient aucun handicap. Et puis, au deuxième groupe, on n'a rien demandé du tout, donc ils y sont rendus sur leurs deux jambes. Et là, surprise, on s'est rendu compte que les résultats du premier groupe, les personnes qui s'étaient déplacées en fauteuil roulant, avaient de moins bonnes performances, c'était moins bon dans leurs résultats au questionnaire que les personnes à qui on n'avait rien demandé. Ce qui prouve que le regard que l'on porte sur le handicap va avoir une influence sur la qualité du travail de la personne en situation de handicap, ou même sur notre propre performance si on est soi-même en situation de handicap. Et c'est sans doute pour ça que le taux de chômage des personnes en situation de handicap est bien plus élevé que celui des personnes sans handicap. Donc en 2020, le taux de chômage des personnes en situation de handicap était de 14%, contre 8% pour l'ensemble de la population active française. Je continue avec les chiffres. Un an plus tôt, en 2019, l'INSEE évaluait à 12 millions le nombre de personnes, le nombre de Français en situation de handicap dans la population générale. Pardon, pas le nombre de Français, mais le nombre de personnes travaillant en France dans la population générale, soit 1 sur 6. Parmi eux, seulement 5% sont en fauteuil roulant, ce qui est très peu au regard des autres types de handicap. On pense à tort que c'est le handicap le plus répandu, parce que c'est le plus visible. Or, il y a 9 millions de personnes, soit près de 80% de la population concernée, qui ont un handicap invisible. Quand on dit handicap invisible, ça peut être des maladies invalidantes, ça peut être ou psychiques, telles que la dépression, la bipolarité, et certains handicaps sensoriels, ou encore des troubles musculo-squelettiques. Ce qu'il faut également savoir, c'est que 85% des handicaps surviennent après l'âge de 15 ans. Et actuellement, les accidents de travail et les maladies professionnelles représentent 17% de la survenance du handicap. Il ne faut pas oublier une chose d'actualité, c'est l'allongement de l'espérance de vie et le recul de l'âge de la retraite. Et ça va faire qu'amplifier le phénomène. Si on considère des pays où l'espérance de vie dépasse 70 ans, une personne passera en moyenne les 8 dernières années de sa vie en situation de handicap, que celle-ci soit consécutive à une déficience physique, sensorielle, ou qu'elle soit liée à un trouble mental, cognitif ou psychique d'ordre congénital ou acquis. Il y a donc une vraie nécessité aujourd'hui à faire comprendre les enjeux humains et sociétaux que sont l'embauche des personnes en situation de handicap et leur maintien en emploi. Et maintenant que je vous ai bien miné le moral, en vous disant qu'on sera tous concernés, soit directement, soit indirectement, par le handicap, je vous propose quelques clés pour mieux communiquer autour du handicap, dans le but qu'il soit mieux perçu, mieux accompagné, mieux vécu aussi. Donc si on veut tous adopter une démarche inclusive, il faut passer par la mise en œuvre d'actions positives permettant de banaliser le handicap. Pour ça, il faut lutter contre les préjugés qui sont naturels, on en a tous, des jugements, des représentations, des croyances négatives, mais il faut aussi lutter contre notre propre tendance naturelle à valoriser le côté affectif et émotionnel des personnes en situation de handicap. Personne n'a envie d'embaucher quelqu'un parce qu'il est gentil. On a envie de l'embaucher parce qu'il est compétent. Voilà. Ça permettra de mieux comprendre les déterminants psychosociaux pour améliorer donc les conduites sociales à l'embauche et tout au long du parcours professionnel des personnes. C'est aussi communiquer en provoquant de l'empathie, c'est-à-dire que quand on veut agir en faveur d'une personne en situation de handicap, il faut parler d'elle en racontant sa vie pour provoquer une sorte de transfert, c'est-à-dire qu'on ne va pas parler de sa maladie, de son accident, mais de la façon dont elle s'est construite, pour que l'interlocuteur puisse s'identifier à cette personne, et sur le plan humain, et sur le plan aussi social et professionnel.
En entreprise, il faut faire appel à un référent collègue. Alors pas le référent handicap, hein, une personne qui sera d'accord pour soutenir son collègue travailleur handicapé et l'outiller pour lui donner quelques clés comportementales. Par exemple, si votre collègue est en retard, voilà ce qu'il faut faire, voilà qu'il faut prévenir. Et puis, en tant qu'acteur des services de prévention et de santé au travail, être sensibilisé, rester disponible pour les situations individuelles. Par exemple, que les médecins du travail parlent de ces situations à leur assistante pour qu'elle soit en mesure de traiter les urgences et de savoir comment gérer un problème qui survient pour une personne en situation de handicap. Il faut également établir un arbre des causes en entreprise. Ce n'est pas parce que la personne est en situation de handicap que la problématique qu'elle rencontre est en lien direct avec son handicap. Il y a peut-être d'autres causes. Et enfin, il faut favoriser les associations automatiques, c'est-à-dire qu'il faut communiquer sur les capacités restantes de la personne. Une personne en situation de handicap, encore une fois, peut être limitée pour certaines choses, mais elle est encore en mesure d'agir pour d'autres. Et ce sont justement sur ces capacités restantes qu'il faut communiquer et s'appuyer. Je vous remercie, je laisse la parole au Dr Weber. Voilà, merci Alexia. Moi, je vais intervenir donc, justement sur le maintien dans l'emploi, donc le maintien dans l'emploi en général des personnes handicapées. On va parler un petit peu des enjeux pour les entreprises et des nouveautés réglementaires qui ont été introduites par la loi d'août 2021. Alors brièvement, on a eu une loi en août 2021 qui a modifié un certain nombre de choses concernant la santé au travail. Moi, je vais me cantonner à ce qui est en rapport avec le maintien en emploi. Le reste des éléments sont dans la loi, mais ne seront pas traités dans la conférence d'aujourd'hui. Simplement, déjà, l'ampleur du phénomène, quand on parle de maintien en emploi, je vois mal là. Donc, on a un rapport IGAS de 2017 qui indique qu'en 2017, on avait en France 850 000 avis d'aptitude avec réserve. C'est les nouveaux avis d'aptitude aujourd'hui avec aménagement de poste qui avaient été prononcés par les médecins du travail pour les salariés du privé. Donc ça représente quand même sur la population active une frange importante. En 2017, les médecins du travail en France, toujours dans le privé, avaient émis 160 000 avis d'inaptitude. Et on estime en gros que le risque de désinsertion professionnelle concerne à aujourd'hui 1 à 2 millions de salariés, 5 à 10% des salariés sont en risque de désinsertion professionnelle du fait de leur état de santé. Ce qui veut dire qu'on a quand même un gros enjeu pour les entreprises, mais un gros enjeu aussi pour les travailleurs, pour leur maintien dans l'emploi. Je vais vous présenter, pour ce qui est du local, le résultat d'une étude qui a été faite par le docteur Aurélie Dahan. Je ne sais pas si elle est là, mais Aurélie a travaillé pour son mémoire sur la population suivie par AST 67. Alors brièvement, parce que c'est un énorme travail que j'ai résumé en une diapositive, mais c'est colossal comme analyse. Elle a travaillé sur les dossiers d'inaptitude pendant 4 ans. En 4 ans, les médecins du travail d'AST ont effectué à peu près 285 000 visites médicales. Et sur ces 280 000 visites en 4 ans, il y a eu 5 656 avis d'inaptitude. Ce qui représente quand même 13% de l'effectif qui avait été suivi, puisque 285 000 visites, ça ne veut pas dire 285 000 salariés, puisque les salariés peuvent avoir été vus plusieurs fois dans cet intervalle de temps. Qu'est-ce qu'on retrouve comme secteur représenté par ces avis d'inaptitude? On a l'industrie manufacturière, 20%, le commerce, presque 17%, la santé, c'est pas surprenant, 17%, les services administratifs et le conseil, 10%, et la construction, le BTP, 10%. C'est pas surprenant. C'est pas surprenant pourquoi? Parce que les pathologies les plus pourvoyeuses d'inaptitude sont, dans une écrasante majorité, ce qu'on a résumé ici en troubles musculo-squelettiques, je dirais plutôt pathologie ostéo-articulaire, concernant essentiellement les épaules, encore une fois dans une grande majorité, puis le dos secondairement. Et viennent en deuxième lieu les pathologies psychiques, celles liées au travail, jusqu'au burn-out, ou des pathologies psychiatriques qui rendent difficile la poursuite de l'insertion professionnelle. La carte d'identité
de la personne inapte, eh ben, dans 55% des cas presque, c'est une femme qui a plus de 45 ans dans 70% des cas. Donc le sexe féminin est surreprésenté dans les inaptitudes et ces chiffres que je vous présente sont des chiffres qu'on va retrouver au national qui peuvent être un peu différents selon les bassins d'emploi et selon évidemment l'activité et les entreprises qui sont présentes dans le bassin d'emploi, mais globalement on retrouve la même chose. Alors, les enjeux du maintien en emploi. C'est là que je vous dis qu'en fait, moi je suis maintenant ce qu'il convient d'appeler un médecin du travail vieillissant, hein, et que du maintien dans l'emploi, je crois que c'est ce qu'on fait depuis toujours, et que ce n'est pas parce que le sujet est aujourd'hui à la mode et a été inscrit dans la loi qu'on n'a pas fait ça pendant 20 ans. Les médecins du travail font du maintien dans l'emploi au quotidien et depuis toujours. Mais les enjeux deviennent plus importants. Les salariés deviennent plus précaires, enchaînent des contrats courts, des trous dans les carrières. Il paraît qu'il va y avoir des choses sur l'allongement de la durée du travail. Donc vraisemblablement, les gens vont devoir travailler plus longtemps. Je pense que ça risque de poser de gros soucis de maintien dans l'emploi et je pense que je ne suis pas la seule à le penser. Pour les employeurs, l'enjeu, c'est la perte de compétences. Un salarié qui devient inapte, qui a 20 ans d'expérience et qui ne peut pas continuer son métier, c'est une perte de compétences, sans parler de l'enjeu financier quand on arrive au licenciement pour inaptitude. Donc clairement, le maintien en emploi, c'est un enjeu essentiel, stratégique, pour les salariés en premier lieu, pour les travailleurs et évidemment pour les employeurs. Alors les services de santé au travail, je rappelle, pour ceux qui n'en seraient pas encore convaincus, que c'est l'acteur incontournable dans le maintien en emploi. C'est le seul acteur qui a connaissance à la fois de l'état de santé des salariés et des conditions de travail. Le médecin traitant n'a aucune connaissance des conditions de travail ou une connaissance qui va être celle qui va lui être décrite par le salarié ou ce qui relève de ses représentations. Donc le médecin du travail et toute l'équipe pluridisciplinaire autour, c'est vraiment les acteurs pivots dans ce processus de maintien en emploi et je crois qu'il faut en être absolument convaincu. J'ai juste mis une petite phrase pour rappeler que juridiquement, l'employeur n'est pas tenu de prendre en considération un certificat qui émane d'un autre médecin que le médecin du travail. Le certificat de contre-indication au port de charge ou le superbe certificat de contre-indication au port de chaussures de sécurité, voilà, qu'on connaît tous, n'a aucune valeur s'il émane du médecin traitant et n'est jamais émis par le médecin du travail. Je crois qu'ils ont tous compris qu'on ne met plus ce type de contre-indication. Alors, la mission des services de prévention et de santé au travail, avant c'était notre mission essentielle, notre mission unique, je crois, disait la loi. Maintenant c'est devenu exclusive, merci Gaëlle. Depuis la loi d'août 2021, ce n'est plus que notre mission principale. Pourquoi ? Parce que les services de santé au travail vont faire aussi un petit peu de santé publique, mais la santé publique toujours axée et centrée sur le lien avec le travail. Et il y a beaucoup de choses à faire en termes de santé publique et de lien avec le travail. Et je rappelle aussi que le maintien dans l'emploi, ça commence par quoi ? Ça commence par la prévention primaire. Si on améliore les conditions de travail, on améliorera le maintien en emploi. Donc, au départ, dans le maintien en emploi, il y a la prévention primaire, ce qui vous a été dit en conférence inaugurale, l'évaluation des risques et leur maîtrise. Et c'est ça qui nous permettra de garder en activité des personnes de 72 ans et plus. Oui, on y arrivera. Dans la loi d'août 2021, il est indiqué que les services de prévention et de santé au travail doivent proposer un ensemble socle de services de suivi individuel et de prévention de la désinsertion professionnelle. Donc c'est inscrit maintenant dans la loi, mais je répète, en tout cas depuis que j'ai appris mon métier, c'est ce qu'on fait. Donc là, c'est juste écrit dans la loi, mais on l'a toujours fait. Les services doivent disposer d'une cellule pluridisciplinaire de prévention de la désinsertion professionnelle qui va proposer des actions de sensibilisation, identifier les situations individuelles, proposer les mesures d'aménagement de poste et qui va accompagner le salarié à... Alors, je sais que la conférence est organisée par AST et la CST. En tout cas, la philosophie à l'AST est la même à ma connaissance qu'à la CST, c'est-à-dire que le médecin du travail reste l'acteur pivot du maintien pour le salarié qu'il suit et que la cellule ne vient qu'en appui. Donc pour
toutes les entreprises qui seraient adhérentes des 2 associations, la cellule maintien dans l'emploi ne vient qu'en appui du médecin du travail et ce n'est pas la cellule maintien en emploi qui va s'occuper du cas individuel du salarié. C'est vraiment le médecin du travail qui reste au cœur du dispositif et l'équipe pluridisciplinaire qui gravite autour. Je rappelle que les démarches pour le maintien en emploi, elles peuvent être initiées à partir de n'importe quelle visite médicale. À n'importe quelle visite, le médecin du travail peut proposer des mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation, de transformation du poste. Pour les travailleurs qui sont vus par des infirmiers, puisque dans les 2 associations, on a des infirmiers qui aujourd'hui voient des personnes en entretien, si l'infirmier décèle la nécessité de mise en place d'un aménagement de poste, là aussi, l'infirmier adresse au médecin du travail qui peut, à n'importe quel moment, proposer ces mesures. À chaque entretien médical, également, nous sommes censés sensibiliser le salarié sur les moyens de prévention à mettre en œuvre. Et oui, nous le faisons à chaque visite médicale. Donc la prévention primaire, c'est la clé de la réussite. Améliorer les conditions de travail et vous améliorer le maintien dans l'emploi. Et ensuite, si malheureusement il y a un accident de santé ou des limitations qui commencent à apparaître, à n'importe quelle visite, le médecin du travail peut intervenir pour mettre en place les mesures nécessaires en collaboration avec l'employeur et en s'appuyant sur les compétences qui sont présentes dans nos services, les assistants, les techniciens, les psychologues du travail, les ergonomes. Je parle de la visite de pré-reprise, je pense que ça, tout le monde la connaît. La règle qui a changé avec la loi d'août 2021, c'est qu'en fait, maintenant, elle est obligatoire à partir de 30 jours, alors qu'avant, c'était 3 mois. Dans obligatoire, et le médecin inspecteur l'a confirmé la semaine dernière, dans obligatoire, il fallait entendre le service est obligé de l'organiser. Mais il est évident que si un salarié qui est en arrêt de travail depuis maintenant moins de 30 jours sollicite une visite parce qu'il pense qu'à son retour, il va falloir un aménagement de poste, aucun service ne refusera cette visite de pré-reprise au motif que l'arrêt a duré moins de 30 jours. Il est important que cette visite soit la plus précoce possible pour permettre d'organiser les choses. Donc il faut l'organiser avant la reprise, dès qu'un salarié pressent des difficultés à son retour, pour permettre de mettre en place l'aménagement de poste. Elle peut être organisée à l'initiative donc du salarié, du médecin traitant, du médecin conseil de l'assurance maladie et, nouveauté dans la loi, du médecin du travail. Alors dans quel cas de figure ? Tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, on a parlé des tendinites et des pathologies de l'épaule, donc évidemment dans ces pathologies-là, évidemment dans les problèmes ostéo-articulaires du type lombalgie chronique, les syndromes dépressifs, puisqu'on vous a dit la deuxième cause, c'est les problèmes psychiques, les pathologies cardiovasculaires, les pathologies néoplasiques, pour lesquelles il y a quelquefois un aspect thérapeutique d'un retour au travail aménagé et précoce. Voilà. Également, s'il y a des arrêts maladie à répétition, de courte durée, des absences perlées. Et pour toutes les pathologies qui sont susceptibles d'impacter le retour au travail. C'est vraiment capital. Et ça sert à quoi ? À recommander des aménagements de poste, à recommander éventuellement un reclassement, à recommander, même pendant l'arrêt de travail, des formations professionnelles en vue de faciliter soit le reclassement, soit la réorientation professionnelle. Et ça peut se travailler pendant l'arrêt de travail déjà, quand on pressent que malheureusement, il n'y aura pas de solution autre dans l'entreprise actuelle que l'inaptitude. Et donc, au cours de cette visite de pré-reprise, sauf si la personne s'y oppose, le médecin du travail informe l'employeur de ses conclusions, de ses préconisations et, en principe, informe le médecin conseil. Donc ça sert à quoi ? À prévenir les reprises en catastrophe du lundi matin, suite à une rupture de droit, parce qu'il n'y a plus d'indemnité journalière et la personne doit reprendre le travail et on se rend compte que ce n'est pas possible. Donc la visite de pré-reprise, c'est capital. La visite de reprise, rapidement, ce qui a changé dans la loi, visite de reprise, c'est toujours après congé de maternité, après absence pour cause de maladie professionnelle, quelle qu'en soit la durée, ça c'était déjà le cas. Absence d'au moins 30 jours pour accident de travail, ça c'est resté. Et aujourd'hui, c'est 60 jours pour maladie ou accident non professionnel. C'est pour l'employeur. Donc quelques autres ajouts de la loi d'août 2021 en matière de prévention de la désinsertion professionnelle. Donc elle est entrée en vigueur au 31 mars. Donc voilà, on a changé de nom, ça ne va pas trop nous perturber. Il y aura
les décrets sont à paraître, des échanges avec l'assurance maladie pendant les arrêts de travail. En cas de risque de désinsertion professionnelle, l'assurance maladie, selon des modalités qui restent encore à définir, et là, il faut être assez prudent, mais les décrets ne sont pas parus, mais l'assurance maladie avertira les services de santé au travail des arrêts prolongés des personnes, et en retour, les services de santé au travail devront répondre à l'assurance maladie et informer les médecins conseils, donner des informations sur le poste et les conditions de travail, le tout bien évidemment sous réserve de l'accord du salarié. Ça doit permettre d'organiser plus facilement un retour au travail et d'être plus coordonné avec les services de l'assurance maladie et le contrôle médical. Le rendez-vous de liaison a été introduit également par la loi d'août 2021. Alors, ce rendez-vous de liaison, je passe sur le texte juridique un peu rébarbatif, permet de maintenir un lien finalement. C'est un rendez-vous qui est destiné à maintenir un lien entre l'employeur et le salarié en cas d'arrêt de travail. La suspension du contrat, donc c'est écrit dans la loi, ne fait pas obstacle à l'organisation de ce rendez-vous de liaison. On avait souvent des histoires d'employeurs qui nous disaient « je sais pas, il est en arrêt et il n'a pas donné de nouvelles ». Et en face, on avait le salarié qui était venu en visite de pré-reprise et qui disait « ils m'ont même pas demandé comment j'allais ». Donc le rendez-vous de liaison est vraiment destiné à ça. Il doit associer le service de santé au travail, ce qui ne veut pas dire que le médecin du travail sera présent au moment du rendez-vous de liaison, ce qui veut dire plutôt en substance que le rendez-vous de liaison permet d'informer le salarié du fait qu'il peut solliciter une visite de pré-reprise et que le médecin du travail donne ses recommandations. Il est destiné également à informer le salarié du fait qu'il peut bénéficier d'actions de prévention de la désinsertion ou de formation pendant son arrêt de travail, et l'employeur peut lui proposer à ce moment-là, lui expliquer qu'il a des possibilités d'aménagement de poste en lien avec le médecin du travail. Voilà, donc l'employeur informe le salarié qu'il peut solliciter l'organisation du rendez-vous. Le rendez-vous est organisé à l'initiative de l'employeur ou du salarié. Et par contre, aucune conséquence ne peut être tirée du refus d'un salarié de se rendre à un rendez-vous de liaison. La visite de mi-carrière, nouveauté, paraît-il. Alors, nouveauté, voilà le contenu de la visite de mi-carrière. Donc, le texte dit ça. Il va falloir organiser une visite de mi-carrière pour les personnes de 45 ans pendant leur 45e année ou l'anticiper à partir de leurs 43 ans. OK. Donc, on peut faire cette visite à l'occasion d'un autre entretien médical. Et le contenu, c'est celui-ci. Établir un état des lieux de l'adéquation entre le poste du travail et l'état de santé du salarié en tenant compte des expositions à des facteurs de risque auxquels il a été soumis. Évaluer les risques de désinsertion professionnelle en prenant en compte ses capacités et sensibiliser le salarié sur les enjeux du vieillissement au travail et sur la prévention des risques. Eh bien, c'est ce que nous faisons toujours, quel que soit l'âge du salarié, que ce soit en visite de mi-carrière, que ce soit à 30 ans, à 35 ans, à 45 ans. On l'a toujours fait et on continuera de le faire. Simplement, ça va s'appeler une visite de mi-carrière. Ça, c'est juste, voilà, ça a été inscrit dans la loi. Je fais référence juste, il y a quelques jours, j'ai revu un film que j'ai adoré qui s'appelle « Ensemble, c'est tout », où Audrey Tautou, le film commence par Audrey Tautou qui passe une visite médicale dans un camion avec un médecin du travail qui semble sorti du formol, hein, et qui en gros l'apaise, et c'est à peu près tout ce qu'il fait d'Audrey Tautou. Et voilà, ça n'existe plus. Ces médecins du travail-là n'existent plus. La visite médicale qui dure 3 minutes, bonjour, je vous pèse, au revoir, ça n'existe plus. Ou alors l'espèce est largement en voie d'extinction. En visite médicale, c'est ça qui est fait. Nos infirmiers, sur les salariés qu'ils voient, ne font pas d'examen clinique, mais toute cette évaluation, ils la font. Et s'ils pressentent un problème, ils adressent au médecin du travail. Et donc, le médecin du travail peut proposer par écrit et après échange avec le travailleur et l'employeur des mesures d'aménagement, que ce soit à l'issue de la visite de mi-carrière, mais on l'a vu tout à l'heure, à l'issue de n'importe quelle visite. Le référent handicap existait déjà dans les entreprises, hein, donc ce n'est pas nouveau. Simplement, je crois que c'est le seuil qui a baissé, c'est dans les entreprises à partir de 250 salariés. Il oriente, informe, accompagne les personnes en situation de handicap. Et donc, nouveauté, le référent handicap dans les entreprises de plus de 250 salariés peut participer à ce fameux rendez-vous de liaison et peut participer aux échanges suite au rendez-vous de mi-carrière.
mais il peut participer aux échanges suite à proposition d'aménagement de poste du médecin du travail, quel que soit l'âge du travailleur, et c'était déjà son rôle. La convention de rééducation professionnelle introduite dans la loi, non, pas introduite, ça a toujours existé. Simplement, ce qui est simplifié aujourd'hui, c'est sa mise en œuvre juridique. La convention de rééducation professionnelle, c'est un outil de maintien en emploi qui existait déjà, mais qui n'était pas utilisé. C'était extrêmement compliqué à utiliser. C'est un contrat conclu entre l'employeur, le salarié et la caisse primaire d'assurance maladie, dans l'entreprise d'origine du salarié ou dans une autre entreprise, pour permettre de se rééduquer à son ancien poste, ou de se rééduquer à un nouveau poste dans l'entreprise d'origine, ou de se rééduquer à un nouveau poste dans une entreprise autre que l'entreprise d'origine. Et les indemnités journalières continuent d'être versées, il y a des modalités particulières. C'est dans la loi, mais je répète, ça existait déjà, c'était juste une usine à gaz impossible à utiliser, et la loi a pour vocation maintenant de faire en sorte que ce soit plus facile. L'essai encadré, pareil, ça a toujours existé l'essai encadré. Aujourd'hui, ce qui a changé, c'est qu'il peut durer 14 jours, alors qu'au début, c'était 2 ou 3 jours. Ça permet de tester sa capacité à reprendre son ancien poste, un aménagement de poste ou un nouveau poste, ou de préparer une reconversion et de mettre en place les aménagements avant que la personne ne reprenne réellement le travail. C'est un dispositif qui peut être mobilisé par le service interentreprise, qui peut être mobilisé par les services sociaux, par Cap Emploi. Et voilà, la seule chose qui a changé, c'est que la loi en parle pour dire, voilà, utilisez cet outil parce qu'il était très certainement sous-utilisé, et la durée qui est passée à 14 jours, ce qui est plus confortable. Une petite publicité personnelle pour les adhérents d'AST 67. Nous organisons le 17 novembre un atelier sur recul de l'âge de départ en retraite, des outils pour repenser le travail. Je ne sais pas ce qui, dans l'actualité, nous a conduit à vous proposer ça, mais on s'est dit que ça pouvait être utile. Donc les inscriptions se font sur le site internet. Voilà, je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions? Je crois qu'il y a des micros qui peuvent circuler. Il y a une question là-bas. Attendez, on vous amène un micro. Non, elles sont là. Un, deux. Bonjour. Bonjour. Juste une question sur les visites médicales dites classiques. Elles sont espacées de combien de temps en 2022 maintenant? Alors, ça n'a pas bougé. La loi n'a rien changé. Donc, c'est 5 ans pour les surveillances médicales simples et 2 ans pour les surveillances médicales renforcées, surveillance individuelle renforcée. 5 ans depuis quand? Alors c'est un peu subtil. Il faut vous baser sur la date. La loi a changé en 2017. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé à la CST, mais en tout cas, pour AST, nous avions au départ réussi à maintenir la périodicité de 3 ans. Donc, les personnes qui ont été vues dans l'intervalle ont une périodicité qui est inscrite sur leur fiche de 3 ans, qu'il faut logiquement respecter, puisque la vie n'est valable que jusqu'à la date d'échéance indiquée. Pour la CST, je ne réponds pas, je ne sais pas comment ils ont procédé. Parce que ça paraît ambigu, effectivement. C'est ambigu. Mais effectivement, on a continué, nous, à maintenir la périodicité de 3 ans pendant un certain temps. Et le conseil, c'est de rester sur la périodicité qui vous a été indiquée. Et à partir de la prochaine visite, voilà. Tout simplement parce qu'en fait, la date, aujourd'hui, il arrive encore qu'on voit des salariés en surveillance individuelle simple à qui on va quand même mettre une périodicité à 2 ans, 3 ans. Et que, du coup, vous le verrez sur le document. Et rien ne nous permet de vous dire que ce salarié-là, on ne l'aurait pas revu plus tôt. Donc, il faut se baser, je pense, sur la dernière date d'échéance. Voilà. C'est donc à nous de vérifier. Ça répond, oui. Oui, d'accord. Merci. Oui. Ça répond à la question, c'est ça? Oui. Bonjour, je suis médecin du travail, mais à la CST. Ouf, ça parle un peu fort. Bienvenue. Et je voulais dire que les 3 ans ou les 5 ans, il y a quand même la liberté du médecin. Tout à fait, oui. Moi, j'essaye de revoir certaines personnes au bout d'1 an. Dans les apprentis qui ont en dessous de 18 ans, j'ai décidé que je les verrais au bout de 6 mois, parce qu'un apprenti, je ne le reverrai pas si c'est au bout de 3 ans. Donc, je ne sais pas comment se passe son apprentissage, si tout se passe bien et tout. Je crois quand même il reste la liberté du médecin tout à fait. De prendre des décisions. J'ai pas dit autre chose, hein. J'ai pas dit autre chose, je viens de dire, hein. J'ai pas dit autre chose. Bonjour. Nous, du coup, dans l'entreprise qu'on a maintenant,
on commence à accueillir des apprentis. Et justement, on voulait savoir si eux aussi ils étaient soumis à la visite médicale. Ah oui, bien sûr. Ça À me partir paraissait du moment logique. où il y a un contrat de travail, oui. Ok. Il y a une question ici et là-bas. Là et là. Oui, bonjour. J'aurais aimé que vous reveniez sur la convention de rééducation et laisser encadrer. Ça a été un peu vite et je ne suis pas sûre d'avoir tout bien suivi. Merci. Alors, attendez. Donc, la convention de rééducation professionnelle, c'est donc un contrat donc c'est destiné aux salariés en risque de désinsertion, pour commencer, et qui sont en arrêt de travail avec un risque prévisible de désinsertion professionnelle. C'est un contrat qui est donc conclu entre, vous voyez, l'employeur, le salarié, la CPAM. Le salarié va soit... non, pardon. Non, j'en ai fait soit reste dans son entreprise d'origine, soit peut même aller dans une autre entreprise, sans être licencié de son entreprise d'origine s'il va dans une autre entreprise. Le contrat est signé, la CPAM, selon des modalités que là, je vous invite à vérifier auprès de la CPAM et de Cap Emploi, parce que ça, c'est des choses qu'on va faire porter par des organismes qui ont l'habitude de gérer ce genre de choses. Le contrat est signé, le salarié est payé. D'une manière ou d'une autre, les indemnités atterrissent chez le salarié et sont remboursées à l'employeur par la sécurité sociale. Ne me demandez pas comment ça marche, pendant la durée du contrat, pour permettre une rééducation professionnelle. Et ça ne coûte rien à l'entreprise. Je suis incapable de vous donner un exemple concret, c'est la loi d'août 2021. Donc, quand il a été demandé aux instances de réfléchir sur ça, il y avait eu quelque chose comme 100 contrats de rééducation professionnelle signés en 10 ans avant. Donc vous imaginez bien que le retour d'expérience, moi je ne l'ai pas, j'en ai jamais vu. Et la seule fois où on avait voulu en mettre en place dans la région, le contrat avait fait je ne sais combien de navettes avant d'aboutir au fait que la personne avait fini par reprendre son travail autrement parce qu'il s'était passé tellement de temps. La loi, elle a juste pour but de faciliter justement les démarches. Il y avait un certain nombre de choses par rapport à ce qui se passe quand il y a un accident du travail, etc. Et les choses sont maintenant simplement simplifiées. D'accord ? Mais derrière, c'est des choses qui sont mises en œuvre avec un prestataire qui vous aide, qui aide l'entreprise à se dépatouiller des formalités administratives. Je ne sais pas si Madame Delot est dans la salle, parce que Madame Delot a peut-être plus d'informations sur les modalités pratiques. Non, Madame Delot a fui. Mais voilà, ça, en tout cas, la loi souhaite faciliter le recours à cet outil qui, je vous répète, était dans le Code du travail depuis sans doute 20 ans. Et laisser encadrer... attendez, où est laisser encadrer ? Laisser encadrer, c'est une période qui permet, pendant l'arrêt de travail, de faire revenir la personne au travail, par exemple, pour tester un aménagement de poste. Donc, la personne va revenir au travail, on va tester différentes possibilités d'aménagement de poste, un siège, un autre siège, ou même un aménagement plus conséquent sur des manutentions, par exemple. La personne peut venir 14 jours maximum, qui ne sont pas forcément consécutifs, en restant en arrêt de travail, en continuant d'être indemnisé, et ça permet de laisser le temps aussi de tester les aménagements, et puis si ça ne fonctionne pas, peut-être de dire, voilà, on va essayer un autre équipement, on va commander un autre équipement en test, dans 3 semaines vous reviendrez, on testera tel autre équipement, et de faire en sorte qu'au moment du retour au travail réel, le poste soit déjà totalement aménagé. Ça, c'est laisser encadrer. Est-ce que c'est plus clair ? On m'a dit 20 minutes, hein, c'est pour ça que j'ai dû aller vite. Hein. C'est la dame là qui m'avait dit 20 minutes. Oui, il y avait... Ah pardon, allez-y. Oui. Celle-ci était aussi à suivre, même si ça reste d'un flou complet, mais c'est pas grave. Non, ça marche bien. Et ça, on sait faire déjà. Bon. Ma question était la suivante. Quand vous émettez donc des demandes d'aménagement, l'attestation part chez l'employeur. Oui. Qu'est-ce que vous avez comme...
L'aménagement de poste, déjà, se conclut après échange avec l'employeur. Donc, c'est pas je mets une demande d'aménagement et l'attestation passe chez l'employeur et l'employeur se débrouille. C'est avant d'aménager, il y a des échanges avec l'employeur. Ouais. Voilà, c'est ça que dit la loi et c'est ça qu'on est censé faire. Ouais. Mais qu'est-ce qui se passe quand l'employeur vous dit je ne peux pas Alors, si l'employeur estime qu'il ne peut pas aménager le poste, il doit répondre par écrit au médecin du travail et au travailleur en indiquant les motifs précis qui s'opposent à ce qu'il donne suite aux propositions de reclassement. C'est-à-dire que l'employeur ne peut pas juste dire « je ne peux pas, j'ai pas envie » ou « je ne peux pas, c'est très difficile ». Il doit exposer les motifs qui s'opposent. Et à partir de là, il y a la notion d'aménagement de poste raisonnable. Est-ce que, raisonnablement, l'employeur peut refuser ou pas? Il y a même un document, on ne va pas rentrer dans les détails, mais il y a des grilles d'évaluation d'un aménagement de poste raisonnable en fonction de la taille de l'entreprise, en fonction des aides auxquelles l'entreprise peut prétendre, où on peut estimer que tel aménagement de poste va être en effet raisonnable et que l'employeur ne peut pas s'y opposer, ou alors que oui, on va estimer que l'aménagement de poste ne peut raisonnablement pas être mis en place par l'employeur, et du coup là malheureusement on arrive des fois à des situations d'inaptitude. Ouais. Mais l'employeur ne peut pas juste dire non, je ne le ferai pas. Ok, mais quand il va invoquer une difficulté dans l'organisation de son service, par exemple pour un mi-temps, pour un aménagement horaire, etc., donc cette réponse, elle vient, qu'est-ce que vous en faites? Soit on est sur le cas simple d'un aménagement qui aurait été temporaire et où du coup on peut éventuellement proposer que la personne reste en arrêt de travail jusqu'à ce que ça aille mieux. Et si malheureusement, oui, on peut arriver à des situations d'inaptitude, je répète, si l'aménagement de poste raisonnable n'est pas accepté par l'employeur. Donc l'idée c'est aussi de lui dire vous retournez chez votre médecin traitant qui vous prolonge. Ah oui, quand effectivement il y a cette solution-là, oui, tout à fait. Voilà, oui. que ça va aller mieux dans un mois et que comme l'aménagement n'est pas possible. N'est pas possible et on temporise un petit peu, oui. Ça fait partie des choses envisageables. Il y avait une question là-bas, ouais. Oui, bonjour, s'il vous plaît. J'aurais une question pour vous et pour votre collègue. Alors, première question, les dispositifs que vous avez présentés, là, qui sont entrés en vigueur, ce sont des dispositifs qui sont principalement à l'initiative du salarié ou du médecin de travail. Mais on est d'accord qu'en tant que bon employeur, logiquement, est-ce qu'il n'y aurait pas aussi des dispositifs que l'employeur devrait mettre en œuvre, lui, directement aussi? Je pense à la visite de pré-reprise ou l'essai... Oui. Ou des choses comme ça. Vraiment, on m'a dit 20 minutes, hein, donc c'est pour ça que j'ai été court, mais l'employeur peut effectivement, rien n'interdit à un employeur de suggérer à son salarié en arrêt de travail qu'il peut solliciter une visite de pré-reprise, par exemple. Hein. Rien n'interdit à un employeur de dire, voilà, c'est dans ce cadre-là qu'intervient le rendez-vous de liaison, de dire, voilà, moi j'ai peut-être une possibilité pour vous faire reprendre le travail, pour aménager votre poste, est-ce qu'on peut en discuter ensemble? Voilà. Et ça, la loi le rend plus fluide. Avant, c'est pareil, c'était pas interdit, mais c'était pas écrit dans la loi, donc beaucoup d'employeurs hésitaient à contacter un salarié en arrêt. Effectivement. Et pour votre collègue, l'autre question serait quand vous avez présenté le handicap et la difficulté des personnes en situation de handicap de trouver un travail, la question aussi pour l'employeur se pose souvent la question du coût de cette personne de mettre en place des dispositifs pour pouvoir l'insérer dans l'entreprise. Vous en avez pas parlé? Est-ce que c'était un choix de l'occulter, entre guillemets ou C'est les 20 minutes. Donc, je sais pas, vous voulez répondre? Allez-y sur les... J'ai pas vraiment de réponse à vous apporter. Moi, mon intervention portait sur les représentations spontanées du handicap. Voilà. Il y a des aides, il faut se tourner peut-être vers Cap Emploi. Voilà, c'est dommage que Madame Deloup ne soit pas là. Il existe des aides et il y a un stand. Voilà, on me fait dire dans l'oreillette qu'il y a un stand. Donc Cap Emploi, si la question vous intéresse, je vous invite à aller rencontrer cette dame. Voilà. Je vous remercie. Moi aussi, je vous remercie pour votre attention à tous et je vous souhaite un bon appétit. Ah, pardon. Il n'y avait plus de questions. Je croyais que le maître du temps était intervenu. Bonjour, je suis Madame 20 minutes et j'ai 2 secondes pour vous dire 4 informations. Soyez très attentifs. Dans cette salle, ici même,
dans quelques instants.